Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 9h à Pretoria en Afrique du Sud. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. L'axe Bamako-Abu Dhabi se renforce et le ministre d'État émirati est à Bamako pour échanger avec les autorités maliennes sur des domaines clés de développement tels que la sécurité et l'agriculture. C'est un exercice périlleux auquel se livre aujourd'hui le président sud-africain Cyril Ramaphosa rencontre son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Objectif, tenter de lui convaincre que la minorité blanche n'est pas persécutée en Afrique du Sud. En Ouganda, les procès civils sont désormais autorisés dans les tribunaux militaires. Le pays adopte un projet de loi dans ce sens. Une précision de taille, les officiers présidents de ces tribunaux doivent être qualifiés en droit. Si vous êtes amateur de poissons, Gao est la destination privilégiée en ce moment. Au grand marché de la région, les poissons cherchent acheteurs. Entre le capitaine, la carpe ou encore le poisson-chat, il y en a de tous les goûts et de toutes les bourses. C'est le grand format de cette édition. La cérémonie des Ballons d'Or aura lieu le 22 septembre prochain à Paris en France. L'annonce est faite par l'UEFA. Ici au Mali, l'actu des sports est dominé par la phase carré d'as du championnat national de basketball qui observe ce mercredi une pause. Il se révèle comme un laboratoire vivant d'écologie spirituelle et de résilience culturelle. Kungoso, c'est de lui qu'il s'agit, est un espace reçu de la préservation de la biodiversité. Visite guidée en fin d'édition de deux sites, à savoir les jardins thérapeutiques et l'espace de l'eau. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est tout pour les titres. Pas de nuages dans les relations entre le Mali et les Émirats arabes unis. Pour consolider ces relations, un ministre d'État émirati est en visite à Bamako. Il était hier à Koulouba pour échanger avec les chefs de l'État sur les domaines clés de coopération, notamment la sécurité, l'agriculture ainsi que le développement industriel et économique. Les deux pays entendent donner un nouveau souffle à ces secteurs de coopération. Garibou Pérou était au palais présidentiel pour Mali Actualité. Sous les flashs des caméras, arrive à Koulouba avec assurance le ministre d'État des Émirats arabes unis, Cheikh Chakboud Ben Nahyan Al Nahyan, effectue cette visite au Mali dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il ressort de cette audience que les Émirats arabes unis souhaitent renforcer leur coopération avec le Mali dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du développement industriel et économique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a remercié son hôte du jour pour les priorités communes définies. Le président Goïta a surtout rappelé les trois principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Il convient de souligner que le Mali entretient tant au plan bilatéral que multilatéral de bonnes relations d'amitié et de coopération avec les Émirats arabes unis. Relations de coopération consolidées après la visite de Cheikh Zayed, président des Émirats arabes unis en 1985 à Bamako. Et c'est à la suite de cette visite que l'avenue Cheikh Zayed a été baptisé en honneur du président émirati. La question du renforcement de la coopération a conduit les autorités maliennes à ouvrir l'ambassade du Mali à Abu Dhabi en octobre 2016. Cette visite du ministre d'État témoigne du dynamisme croissant des relations entre le Mali et les Émirats arabes unis, relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Oui, des relations qui pourraient s'étendre à la lutte contre les cyberattaques, un phénomène qui touche notamment les institutions, les entreprises et multinationales, face auxquelles l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des tickets et des postes joue la carte de la prévention. Elle est réunie depuis hier des agents des institutions de la République et des entreprises autour de la cybersécurité. Awa Ditma Kamara nous en parle. La transformation numérique rapide et l'utilisation croissante des technologies de l'information et de la communication exposent de plus en plus les institutions, les entreprises et les citoyens aux risques liés à la cybersécurité. Face à la montée des cybermenaces, il devient donc essentiel de développer des compétences solides et de mettre en place des mécanismes efficaces de prévention et de réponse. Pendant 2 jours, l'AMRTP, en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications et le Centre national de cybersécurité, sensibilise et renforce les capacités des acteurs clés autour des questions liées à la cybersécurité. Bouaoura Koro Koulibaly, coordinateur du Centre national de cybersécurité. L'objectif principal est d'effectuer une évaluation de la maturité de l'équipe d'intervention en cas d'incident informatique
à l'aide du cadre de maturité de l'UIT qui est fondé sur le modèle SIM3. Cette évaluation vise à améliorer la mise en œuvre, le fonctionnement et l'efficacité du CERT national du Mali. Marwan Belmachenla, représentant de l'UIT. Cet atelier marque une étape importante dans le processus de renforcement des capacités de Mali. Comme c'est le cas de nombreux pays en développement, l'absence de structures techniques ou des cadres institutionnels adaptés constitue un véritable défi pour faire face aux cybermenaces croissantes. L'État du Mali accorde une attention particulière à cette problématique et déploie des efforts considérables pour y faire face. Et cela à travers l'adoption de la stratégie nationale de cybersécurité, la mise en place de cadres juridiques et ce n'est pas tout. Issoufi Maïga, membre du conseil d'administration de la MRTP. Le gouvernement du Mali, à travers la mise en place du centre de réponse aux incidents de sécurité informatique, MLCERT, a exprimé sa volonté forte et ferme de bâtir un environnement numérique sécurisé, protecteur et fiable. Cette initiative stratégique vise non seulement à répondre de manière efficace aux incidents de cybersécurité, mais également à anticiper, à prévenir et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes aux enjeux de la sécurité numérique. En somme, les connaissances partagées au cours de ces 2 jours devront contribuer à renforcer les dispositifs mis en place dans les différentes structures bénéficiaires de la formation, et cela afin de faire face aux menaces actuelles. Hors des frontières maliennes, première escale le Tchad où l'ancien premier ministre Succès Masra a été auditionné hier par la coordination de la police judiciaire. Il doit être présenté ce mercredi au procureur qui décidera si le président des transformateurs sera jugé ou non. L'opposant tchadien est accusé d'avoir diffusé un audio sur les réseaux sociaux incitant à la haine contre les populations nomades au sud du pays, selon le procureur et le gouvernement. De son côté, la défense de Succès Masra explique qu'il s'agit d'un appel à l'autodéfense et non à l'attaque des populations innocentes. En République démocratique du Congo, fin d'une saga judiciaire. La Cour constitutionnelle a condamné hier l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour le détournement de plus de 245 millions de dollars. Les fonds étaient destinés à un projet de parc agro-industriel. Ses complices actuellement à l'étranger pour des soins médicaux, à savoir l'ancien gouverneur de la Banque centrale et un homme d'affaires sud-africain, écope de 5 ans de prison. L'Ouganda adopte un projet de loi pour autoriser les procès civils dans les tribunaux militaires. Le projet de loi stipule que les civils peuvent être traduits en cour martiale si les faits qui leur sont reprochés sont commis en soutien ou en association avec des personnes soumises à la loi militaire. Il stipule également que les officiers présidents ces tribunaux doivent être qualifiés en droit. C'est un exercice périlleux auquel se livre aujourd'hui le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il rencontre ce mercredi son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rencontre qui intervient dans un contexte extrêmement tendu entre les deux pays. Washington accuse Pretoria de persécution à l'encontre des Afrikaners, la minorité blanche du pays. Les dirigeants de la nation arc-en-ciel doivent tenter de prouver le contraire. L'Union européenne emboîte le pas au président américain Donald Trump. Elle a annoncé hier la levée de ses sanctions à l'encontre de la Syrie. Les ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles ont décidé de lever toutes les sanctions économiques. Une bouffée d'air frais qui permettra aux autorités syriennes de solliciter les investissements nécessaires et de libérer les avoirs encore gelés de la Banque centrale. Enfin, le Royaume-Uni a annoncé hier suspendre ses négociations pour un accord de libre-échange avec Israël et a convoqué l'ambassadeur israélien en réponse à l'intensification de son offensive à Gaza. Le gouvernement britannique a également annoncé de nouvelles sanctions contre des colons en Cisjordanie. Les autorités israéliennes ont réagi, qualifiant ces sanctions d'injustifiables et regrettables. AES Actualité. La communauté musulmane du Burkina Faso sonne la mobilisation générale contre le terrorisme. Le phénomène n'est ni religieux ni éthique contre lequel chaque Burkinabé doit apporter sa contribution. C'est le message lancé lors d'une grande conférence publique tenue à Ouagadougou. La conférence vise à sensibiliser la population sur les dangers de la manipulation idéologique et communautaire pour lutter contre les groupes terroristes. On en sait plus avec Isiaka Dambélé de la radio du Burkina.
À cette grande conférence publique de la communauté musulmane, 3 prêcheurs de renom ont pris la parole pour éclairer les participants sur les enjeux de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il s'agit de Cheikh Ousmane Diko, du docteur Mohamed Kindo et Ahmad Sawadogo, traitant des actions des groupes terroristes en lien avec l'islam. Ahmad Sawadogo a souligné qu'elles ne répondent à aucune des valeurs islamiques. Pire, elles sont purement destructrices et sources de division. Leur façon d'agir, les objectifs aussi qu'ils visent, le fait de balkaniser davantage l'Afrique, tout cela ne fait pas partie de l'islam. De s'en prendre aussi aux innocents. Comme vous le constatez, il y a des médecins qu'on a fermés, il y a des imams qu'on a assassinés, des prêtres, des pasteurs. Ça veut dire que ça n'a pas de relation avec la religion. Présent à la conférence, le président du mois de la coordination nationale des veilles citoyennes a salué les organisateurs ainsi que les animateurs qui participent à travers ces panels à la libération du Burkina Faso. Moussa Sanfo. On ne peut que les remercier, les encourager, les féliciter. Ils n'ont qu'à continuer. Chacun doit, de sa façon, contribuer à ce que cette guerre-là finisse. Donc je pense qu'ils sont des VDP de la ville, ils sont des soldats de la ville. Faire ces conférences-là, c'est comme si c'est libérer une partie du territoire du Burkina Faso. Cette conférence s'inscrit dans une dynamique citoyenne et spirituelle visant à renforcer la résilience du peuple burkinabé face aux menaces sécuritaires, soutient Abdallah Kaboré du centre Darhouda. On a le devoir de passer le message que le terrorisme n'est pas religieux, n'est pas ethnique. C'est une guerre de toutes les filles et fils du Burkina Faso. Que tout le monde, on n'a qu'à se lever, se mettre main dans la main. Nous veillons à la tranquillité de ce pays. Abdallah Kaboré se réjouit de la qualité des échanges qui éveilleront de nombreuses personnes. Oui, des personnes qui se mettront désormais du côté des autorités pour combattre les forces du mal. Au Niger voisin, les mêmes combats se poursuivent contre le terrorisme. Parallèlement, un autre phénomène préoccupe les pouvoirs publics, celui des inondations. La météo nigérienne annonce cette année de fortes précipitations. C'est ce que révèle le directeur général de la structure qui était face à la presse pour partager les résultats des prévisions saisonnières et les caractéristiques de l'hivernage 2025. Une conférence de presse suivie par Sylvie Dédi de la Voix du Sahel. Ce point de presse animé par le directeur Katialou Gaptia Lawan est relatif à la restitution des résultats de prévision saisonnière des caractéristiques de la saison d'hivernage 2025 sur le Niger. À travers ce point de presse d'informations sur les caractéristiques attendues de la saison d'hivernage à l'intention des décideurs, des journalistes et animateurs, des organes de presse et des structures partenaires, il s'agit d'expliquer aux participants à cette rencontre les caractéristiques attendues de la saison pluvieuse 2025 en termes de cumul des précipitations du démarrage et de la fin de la saison pluvieuse, des séquences sèches en début et en fin de saison. Entre autres objectifs de ce point de presse, c'est aussi d'informer les animateurs des organes de presse sur les dispositions à prendre afin de limiter les risques liés aux phénomènes météorologiques et hydrauliques extrêmes pouvant affecter la saison d'hivernage 2025. Occasion pour le directeur de la météorologie nationale d'annoncer la date de démarrage de la saison, la date de fin de la saison pluvieuse, des séquences sèches en début de saison, des séquences sèches de durée longue à moyenne sont attendues en début de saison sur l'ensemble de la zone agricole et des séquences sèches en fin de saison. Le directeur de la météorologie nationale, Katialou Gaptia Lawan. Nous avons prévu des précipitations excédentaires anormales, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus de fortes chances d'avoir des situations où un peu partout, on va avoir un excédent pluviométrique pour cette année encore. Pour ce qui est des risques, effectivement, nous, par exemple, surtout pour ce qui est de la pluviométrie qui est attendue, nous avions prévu qu'il y a toujours encore des risques assez élevés d'inondation. Et l'année dernière, on a eu des inondations en toute région, ce qui n'a jamais été le cas. Et que toutes les mesures, n'est-ce pas, de prévention devraient déjà être prises à ce début de saison. Il est à noter que de façon spécifique sur la période juillet, août, septembre 2025, il est prévu une saison de pluie excédentaire à tendance normale sur la bande agro-pastorale du pays avec des quantités de pluie globalement supérieures au cumul moyen de la période 1991-2020. Cela n'était pas arrivé depuis un siècle. Au grand marché de Gao, les poissons cherchent acheteurs et les clients ont l'embarras du choix. Entre le capitaine, la carpe ou encore le poisson-chat, il y en a de tous les goûts
et de toutes les bourses. Preuve, le gros poisson vendu autrefois entre 40 000 et 50 000 francs CFA est cédé aujourd'hui, tenez-vous bien, à 15 000 francs CFA. Principale explication de cette abondance, la forte pluie qui s'est abattue sur la région l'année dernière. Mais la grande équation qui reste à résoudre pour les vendeurs, c'est comment conserver tous ces poissons. C'est le grand format de cette édition signé Adizatou Mohamed Maïga. Actuellement, le marché des Gao est bien approvisionné en poissons. Sur place, on trouve plusieurs types de poissons comme le capitaine, la carpe, le poisson-chat, pour ne citer que ceci. Cette abondance a considérablement baissé le coût du poisson sur le marché des Gao. Des gros poissons vendus autrefois de 30 000 à 40 000 francs CFA sont cédés aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 francs CFA. Fatoumata Hama, vendeuse de poissons au grand marché des Gao. Je vends mes poissons de 200 francs jusqu'à 1000 francs CFA pour les petits poissons. Les gros sont cédés de 2500 à 5000 francs CFA. Ça dépend des moyens de tout un chacun. Les clients viennent. Je n'ai pas de difficultés dans mon activité, Dieu merci. Soumaïla Hama, vendeur de poissons au grand marché des Gao. Actuellement, le poisson est sur le marché en grande quantité. Nous avons des difficultés avec la conservation et les clients se font rares. J'ai des gros poissons. Avant, je peux le vendre de 40 000 à 50 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, avec l'abondance du poisson sur le marché, je le vends même à 15 000 ou à 17 500 francs CFA. Nous sommes au bord du fleuve, plus précisément au quartier Guidara. Ici, les clients et les revendeurs de poissons attendent impatiemment l'arrivée des pêcheurs. Pour eux, le choix de se lier n'est pas fortuit. Ousseini Adama Meiga, client. Je suis venu chercher du poisson. C'est moins cher plus que le marché, sincèrement parlé. Du poisson très propre, il n'y a pas de la glace là-dedans. Azahara Moussa Diko, cliente. 5 000 francs. J'ai eu un gros poisson à 5 000 francs CFA avec mon pêcheur. Ici, le poisson est plus moins cher et on trouve du frais. La région des Gao fait partie des zones de pêche par excellence au Mali. Une pratique culturelle qui occupe une place de choix dans nos activités quotidiennes. Soumaïla Mohamedou est un pêcheur. Il exerce ce métier depuis plus de 25 ans. Nous disons Dieu merci. L'abondance du poisson cette année est due à la montée des eaux du fleuve depuis la fête de Ramadan. On trouve beaucoup de poissons. Chez moi, je traite les clients au même pied d'égalité, quels que soient leurs moyens, car je n'aime pas la cherté. Parfois, je peux passer la journée sans rien gagner, mais des fois, je peux gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par jour. Kadiatou Alouseini, cliente au grand marché des Gao. Je suis venue chercher du poisson, Dieu merci, j'en ai eu. Actuellement, les prix sont abordables. Tous ces poissons m'ont coûté 11 000 francs seulement. Pour le directeur régional de la pêche des Gao, cette abondance du poisson dans le fleuve était prévisible, compte tenu de la quantité de pluies enregistrées dans la région. Seydou Koulibaly, directeur régional de la pêche Gao. Avec la pluviométrie de cette année-là, et puis encore le fleuve a fait une crue exceptionnelle. Ça fait plus de 100 ans que Gao n'a pas eu une telle crue. Donc ce qui fait que le poisson, vraiment, ça se multiplie et ils ont beaucoup d'espace. Les zones de frayère sont vraiment nombreuses maintenant. Donc ce qui fait que le poisson, vraiment, a toutes les possibilités, l'attitude de se reproduire. Face aux difficultés rencontrées par les vendeurs, le patron du service en charge de la pêche de Gao s'explique. Le marché là a été construit en 2017-18. Maintenant, il y a une usine de glace, mais malheureusement, l'usine de glace n'a pas fonctionné. Donc le poisson, surtout le poisson frais, il faut une chaîne de froid. Donc on a ce problème-là, on a signalé ça un peu partout pour qu'on puisse avoir vraiment de l'aide pour pouvoir redémarrer l'usine là. Ensuite, il faut aussi des frigonettes, voilà, pour conserver aussi la glace. L'appel que je lance aux différents pêcheurs de toute la région, même en dehors de tout le Mali, c'est vraiment de conserver cette ressource-là, de ne pas brader, de ne pas détruire en capturant les petits poissons qu'on appelle les frétins, qui peuvent être dans 2, 3, 4, 5 mois, aussi des gros poissons. Donc il faut protéger la ressource. En tout cas, avec ces gros poissons, même si les pêcheurs et les revendeurs se frottent bien les mains, les clients aussi profitent bien de la situation et ce ne sont pas les assiettes qui diront le contraire.
sport, la cérémonie de Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre prochain à Paris en France selon l'UEFA. Ce soir, la finale de l'Europa League oppose Tottenham à Manchester United. Ici au Mali, on parle de la phase carré d'as du championnat national de basketball qui observe ce mercredi une pause. La compétition reprendra demain jeudi. Voyons tout cela dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Aridou Matina. Basketball, balle au panier, carré d'as du championnat national. La deuxième journée était à l'honneur hier mardi au Palais des Sports Salamatou Maïga. En homme, l'USFA s'est imposé devant le CRBT, le centre de référence de basketball de Tombouctou, 76-72. Et chez les dames, l'AS Police s'est incliné devant le Stade Malien de Bamako, 69-50. Et victoire du Djoliba Athletic Club, 87-50 face à l'USFA. La compétition observe une pause ce mercredi et reprend demain jeudi à la faveur de la troisième et dernière journée. À l'issue de ce carré-d'as, les deux premiers sur les deux tableaux joueront les playoffs. L'instance suprême du football européen, l'UEFA, vient de publier la date de la cérémonie de remise du Ballon d'Or. L'événement, qui sera à sa 69e édition cette année, aura lieu le 22 septembre prochain à Paris, au Théâtre du Châtelet. Selon l'UEFA, 3 nouvelles catégories féminines seront introduites cette année. Ainsi, les distinctions prévues sont Ballon d'Or masculin et féminin, le trophée Copa masculin et féminin, le trophée Yacine masculin et féminin, le trophée Gert Müller récompensant le meilleur buteur et la meilleure buteuse, le trophée Johan Cruyff masculin et féminin, le prix du club de l'année masculin et féminin sera décerné, tout comme le prix Socrates. Le Ballon d'Or demeure la plus haute distinction individuelle dans le monde du football. Cette année, les prétendants sont entre autres Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain, Lautaro Martinez de l'Inter Milan et les Barcelonais Pedri, Rafinha et surtout le jeune prodige Lamine Yamal. En Europe, la saison 2025 tire vers sa fin et place ce mercredi à la finale de l'Europa League entre Tottenham et Manchester United. Cette affiche 100% anglaise s'annonce indécise et palpitante ce soir en Espagne à Bilbao. Les deux clubs décevants cette saison en Première Ligue anglaise ont ainsi l'opportunité de sauver leur saison en décrochant le trophée de l'Europa League, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Les Spurs de Tottenham, bien que privés de quelques éléments pour cette finale dont James Maddison, peuvent compter sur le retour de leur capitaine, le Sud-Coréen Heung-min Son, remis de sa blessure. Tottenham, le club de notre compatriote Yves Bissouma, capitaine des Aigles, et qui doit en principe être titulaire ce soir, est invaincu cette saison face à Manchester United, toutes compétitions confondues. En face, Manchester United devra faire sans certains de ses éléments, notamment les défenseurs l'Argentin Lisandro Martinez et le Néerlandais Matthijs de Ligt, tous deux blessés. Mais United peut toutefois compter sur son maître à jouer, le Portugais Bruno Fernandes, étincelant cette saison avec 19 buts et 17 passes décisives pour guider les siens vers un possible sacre européen. Finale de l'Europa League entre Tottenham et Manchester United, c'est ce soir à 19h au stade San Mamés, le terrain de l'Athletic Bilbao, une rencontre qui sera officiée par l'arbitre allemand Félix Zweier. Les deux autres finales des compétitions européennes des clubs. Le mercredi prochain 28 mai aura lieu la finale de la Conference League à Pologne entre Chelsea et le Real Betis. Et le 31 mai en Allemagne se jouera la finale de la Ligue des Champions nouvelle formule entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Chronique de l'environnement. Acte 2 de notre clin d'œil à une expérience inédite de préservation de la biodiversité appelée Kungoso en Bamanankan, qui est un espace aménagé à Muntugula aux portes de Bamako, dans la commune rurale de Bagneda. Entre l'eau qui unit et la plante qui guérit, Kungoso se révèle comme un laboratoire vivant d'écologie spirituelle et de résilience culturelle. Visite guidée de 2 sites clés, à savoir le jardin thérapeutique et l'espace de l'eau, sous la conduite de Agibou Koulibaly qui signe la chronique de l'environnement. Keneya Nako, littéralement la maison de la santé, est un espace de transmission où la médecine traditionnelle retrouve ses lettres de noblesse en préservant la forêt. Chaque plante ici a été choisie pour sa vertu curative, mais aussi pour l'histoire qu'elle porte, explique Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso. Les écosystèmes doivent être compris et gardés comme tels en travaillant main dans la main avec la médecine traditionnelle. On connaît l'utilité des plantes qui s'y trouvent et les gens vont se réserver de les détruire. Ce lieu est un pont entre guérisseurs, botanistes et jeunes générations où l'on apprend à reconnaître, cultiver et utiliser les ressources locales pour se soigner de façon durable. Keneya Nako, c'est en fait l'ensemble de toutes ces plantes qui sont là, que j'ai préservées pour faire sortir leurs valeurs médicinales, leurs valeurs culturelles, leurs valeurs économiques, afin de dire aux gens qui viennent
qu'il ne faudrait pas que ces espèces disparaissent. Sinon, ce sont ces valeurs-là qui vont disparaître avec eux. Donc moi, je suis en train de garder ces espèces-là pour pouvoir en avoir les pépinières. Une fois que les gens connaissent leurs valeurs, ils veulent en avoir soit pour les jardins à domicile ou dans leur propre champ pour avoir des espaces aménagés comme jardins thérapeutiques. On va faire proliférer ces espèces-là, les reproduire pour les distribuer. Non loin de là, Djikoumbe, là où l'eau se rencontre, incarne la dimension spirituelle et collective de l'élément liquide. L'eau y est célébrée comme un bien commun, source de vie, mais aussi symbole de paix et d'unité. Des ateliers, des rituels traditionnels et des dialogues communautaires y sont organisés pour sensibiliser sur la rareté et la gestion durable de l'eau, notamment dans un contexte de changement climatique. Abdul Karim Samake Dibadi, initiateur de Kungoso. Je me pose la question, mais il y a de cela juste 3 mois, tout le monde était aux abois parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Partout, il y avait de l'inondation. À Bamako, dans les quartiers périphériques, on criait au scandale parce que l'eau était en train de faire le ravage. Où sont parties toutes ces eaux? C'est la grande question. Et Djikoumbe, justement pour moi, c'est un outil qui fait revenir la compréhension que le Malien a de la question et de la problématique de l'eau avant notre ère aujourd'hui. Le Mali étant une zone sèche sahélienne, le Malien a intérêt à apprendre à s'apprivoiser les eaux qui nous viennent du ciel. Aujourd'hui, moi je vois Bamako, 34 embouchures, pratiquement les marigots de Woyoyanko, de Nyamankoro, de Diafarana, de Bankoni et autres, de Yirimadjo. Mais pourquoi ces eaux n'aboutissent pas à des grands trous, des réceptacles, où on va à la rencontre de cette eau et on la garde? Donc la réalité est que quand je dis Djikoumbe, je suis en train de faire revenir certains éléments qui nous butent la problématique de l'eau. Donc regardez ce bas-fond qui traverse Kungoso. Aujourd'hui seulement à 8 km, il se jette au fleuve Niger. Les habitants de Nonimbougou, qui ne sont pas loin d'ici, moi je suis à Tchégana, les habitants de Tchégana, les habitants de Dialagrobougou et de Dougoufanabou, les habitants de Kovala et de Nyamana, tout ce qu'ils sont en train de faire avec ce cours d'eau-là, ça va aboutir dans le fleuve Niger. Et c'est ce fleuve Niger aujourd'hui dont on a sonné l'alarme pour dire que la qualité de l'eau est dérisoire et que c'est en train d'être pollué. À travers Keneya Nako et Djikoumbe, Kungoso nous rappelle une vérité essentielle. Protéger l'environnement, c'est aussi protéger notre mémoire, notre santé et notre lien au vivant. Dans un monde en quête de repères, ces espaces ouvrent la voie vers une écologie enracinée, humaine et solidaire. C'était la chronique c'était la chronique de l'environnement et c'était la signature de Agibou Koulibaly, chronique de l'environnement qui met d'ailleurs un terme à cette première édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio à la mise en onde de Smela Diara, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Bourama Traoré. Après la page météo avec Djeneba Doumbouya, Doudou Temeli s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis et belle journée à vous où que vous soyez.